Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du risque assuré dans le cadre du cours de droit des assurances. Alors, donc le contrat d'assurance a cette particularité de se fonder sur l'aléa. On a vu dans la vidéo précédente sur les caractéristiques du contrat d'assurance que le contrat d'assurance est un contrat aléatoire, c'est-à-dire qu'il fait dépendre l'exécution de la survenance d'un événement qui est incertain. Donc on va étudier ce caractère incertain qui se fonde sur l'aléa, donc l'étude détaillée de la notion d'aléa et du risque. Alors dans une première section, on va travailler sur cette partie de l'aléa. Donc le contrat d'assurance, c'est un contrat aléatoire, comme on l'a vu précédemment, et l'aléa doit exister au moment de la souscription du contrat. Ça veut dire que l'événement incertain ne s'est pas produit avant la formation du contrat. Donc si l'aléa s'est produit avant la survenance du contrat, là à ce moment-là, le risque s'est produit avant, par exemple, donc le contrat n'est pas valable. Donc il faut que l'aléa existe au moment de la souscription du contrat. Si l'aléa n'existe pas, à ce moment-là, le contrat d'assurance n'a pas vocation à exister et il est nul. Si on reprend l'article 1108 alinéa 2 du Code civil français, un contrat est aléatoire, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront d'un événement incertain. Donc c'est la caractéristique première du contrat d'assurance, c'est cet aléa. C'est-à-dire que un événement qui est susceptible de se produire ou voire de ne pas se produire, sur quoi va se fonder le contrat d'assurance? Le risque, en fait, c'est l'élément extérieur qui est extérieur à la volonté de l'assuré et à la volonté de l'assureur. L'aléa, c'est plutôt une menace, un risque, voilà, c'est ça. Le risque, c'est une menace sur la personne, une menace sur un bien à laquelle on peut être confronté dans la vie. Et donc, c'est ça l'aléa. C'est-à-dire que on ne sait pas quand il va se produire, mais ce risque existe. Le risque de faire un accident, le risque de perdre sa maison dans un incendie, ce sont des éléments extérieurs qui sont indépendants de la volonté de l'assuré. Par contre, si ce risque il est lié à la volonté de l'assuré, là, il perd ce caractère aléatoire puisqu'il est prévisible dans un élément intentionnel. Alors, qu'est-ce qu'un événement incertain? C'est surtout un événement incertain, mais dans le futur. Il n'y a pas d'événement incertain dans le passé. Donc, ça va de pair. Donc, l'incertitude doit être dans l'avenir, pas dans un événement qui est passé. Il est caractérisé comme un événement incertain, à venir, qui est imprévisible, non déterminé et qui est aléatoire. Ça veut dire qu'il n'est pas déterminable dans le temps. Mais comme c'est un risque, c'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité qu'il se produise ou qu'il ne se produise pas, et qui est en fait un risque légitime et qui doit être aussi lié à un certain nombre de mesures qui sont prises par les individus pour faire en sorte que cet événement ne se produise pas également. Donc ça peut être des événements qui sont exceptionnels, une force majeure, une tempête, quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas prévu et qui n'était pas prévisible. Alors l'événement, selon la définition de la loi 1799, c'est toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre. Donc voilà la définition de l'événement. Par contre, il y a l'événement catastrophique qui est lié à la couverture des événements catastrophiques comme les séismes, comme les tempêtes, comme certains des événements climatiques, sismiques. Donc ça, ce sont des éléments catastrophiques parce que ils résultent de l'état de catastrophe naturelle, d'accord, qui va être décrété par l'État pour constater cet événement exceptionnel qui dépasse ce qui était prévisible.
Donc, au regard de la loi 110-14 sur le régime de couverture des événements catastrophiques, c'est le régime applicable, par exemple, à ce qui s'est produit lors du tremblement de terre dans la région de l'Haouz au mois de septembre 2023. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible, qui est qui a en fait, c'est un peu ambigu. On n'a pas à le prévoir, d'accord, mais il est prévisible. Donc c'est ça le caractère incertain et surtout futur. Donc l'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'il n'est pas, on ne peut pas être en mesure de dire qu'il va se produire à telle date, mais en même temps c'est un événement qui est prévisible dans le sens où ça peut se produire. Donc c'est un peu antinomique cette notion d'incertitude et donc c'est un peu compliqué à faire comprendre aux étudiants que le contrat d'assurance, il se fonde sur quelque chose qui n'existe pas, qui est susceptible d'arriver comme il n'est pas susceptible d'arriver. C'est quelque chose qui doit être imprévisible, mais en même temps c'est quelque chose qui est fortement probable, qui peut se produire, qui a une probabilité qu'il se produise. L'incertitude. En fait, l'assurant, il s'engage si il y a cette incertitude, que ça veut dire que cet événement se produise comme il ne se produise pas. Et c'est ce qui fait que il a cette fonction de garantir, c'est ce risque, c'est cette incertitude. La concrétisation du risque, c'est ça, de savoir que l'événement peut se produire ou ne pas se produire, que le délai ou la temporalité de cet événement qui risque d'arriver n'est pas connu. Et donc en fait, l'assureur, si le sinistre intervient, il subira une perte. Si il n'y a pas de sinistre, là à ce moment-là, l'assureur aura un gain. Et l'incertitude, en fait, on peut aussi dire que cette incertitude, elle est quand même assez encadrée par l'assureur, puisqu'il fait appel aux actuaires. Rappelez-vous, dans la séance introductive, le rôle des actuaires qui font des statistiques sur les probabilités de la survenance de cet événement, des événements, en matière d'accidentologie, en matière d'incendie, tout ça. Donc, il y a des études. Et il faut toujours que le nombre de cotisations, de primes qui sont payées doit être supérieur au versement des primes qui résultent de la survenance de sinistres. Donc l'incertitude peut concerner non pas la survenance de l'événement, mais seulement la date précise. C'est par exemple le cas dans l'assurance décès. Quelqu'un qui souscrit une assurance décès va payer ses primes. L'assureur peut faire des estimations de l'espérance de vie avec certains calculs qui sont faits par des produits d'assurance. Voilà, il y a un calcul, mais ça reste aléatoire parce que ça peut être un accident, ça peut être un décès accidentel, comme ça peut être un accident lié à l'âge ou à une maladie. Donc le caractère aléatoire en fait réside dans tous les produits d'assurance, même pour l'assurance décès, puisqu'on sait que tout individu est mortel et que tôt ou tard l'assureur devra verser cette prime d'assurance, mais il sait qu'il devra payer cette prime d'assurance, mais l'incertitude réside dans le L'incertitude, c'est la base légale du contrat d'assurance. Donc, si on regarde par exemple l'article L121-15 du Code des assurances français, l'assurance est nulle si au moment du contrat, la chose a déjà péri ou ne peut être exposée au risque. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si l'événement s'est déjà produit, à ce moment-là, il n'y a plus d'incertitude. Si la maison qu'on assure a déjà été incendiée et que voilà, elle n'est plus utilisable et que on l'assure pour l'incendie après, ça n'a aucun sens puisque le risque s'est déjà réalisé. Donc, si par exemple l'objet de la garantie a déjà été détruit lors de la conclusion du contrat, ben là le contrat est nul puisqu'il y a plus d'incertitude, le risque s'est déjà réalisé. Il en va de même pour l'article 44 du Code des assurances marocain, c'est-à-dire la loi 1799. L'assurance est nulle si au moment de la souscription du contrat, la chose a déjà péri
et qu'elle ne peut plus être exposée au risque. Voilà la formulation. C'est que pour que le contrat soit valable, il faut qu'il soit exposé au risque. C'est-à-dire qu'il est dans l'incertitude encore si la chose va être maintenue ou si elle risque de périr par un événement extérieur. Exemple, vous avez donc une petite étude de cas pour illustrer ce concept très compliqué de l'incertitude, de l'aléa à travers l'incertitude quant à la réalisation du risque. Vous avez une personne qui a souscrit un contrat d'assurance automobile alors que son véhicule était déjà endommagé. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de réellement d'incertitude. Un contrat pareil n'est pas valide. La présence de l'incertitude est nécessaire dans la réalisation du risque et c'est une condition cruciale pour la validité du contrat. C'est une condition essentielle. Sinon, le contrat d'assurance est dépourvu, en fait, de finalité. L'objet du contrat n'existe plus. D'accord? Donc, ce qui fait que le contrat ne sera pas valide. Donc, en conséquence, l'assureur, il peut pas assurer un risque qui s'est déjà réalisé, qui s'est déjà produit au moment de la souscription du contrat. Donc, si le risque est déjà survenu lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire que la chose a déjà péri, elle a déjà pris feu, elle a déjà été détruite, le contrat d'assurance n'a pas de vocation à exister, il est nul, en fait, dès sa formation. Ensuite, il y a d'autres particularités concernant le risque. Il y a le risque, en fait, qui est composite. Et ça, c'est un concept qui a été élaboré par la doctrine française. Et l'aléa, en fait, il est pas complexe en lui-même, parce que c'est un truc aléatoire. Mais en fait, le problème peut venir du risque qui est pas composé d'un événement unique. Le risque, en fait, se réalise par plusieurs petits événements qui vont conduire au risque. Et c'est ce qu'on appelle le risque composite. Ça veut dire que un événement unique, ça par exemple un incendie, un décès, un vol. Mais quand ça s'appelle un risque simple. Mais quand pour que l'événement se produise, il faut qu'il y ait plusieurs éléments qui vont permettre la réalisation du risque, là à ce moment-là, on parle d'un risque composite. Par exemple, vous avez le cas de, par exemple, l'invalidité. L'invalidité, l'élément déclencheur peut être un accident, d'accord? Ça peut être aussi, un accident. Donc il y a un premier événement, il y a un accident. Ensuite, il y a les conséquences préjudiciables de cet accident qui vont entraîner l'invalidité. L'invalidité entre dans la catégorie de ces risques composites, c'est-à-dire que plusieurs événements vont entraîner la réalisation de ce risque-là. D'accord, qui est l'invalidité. Le problème, c'est la temporalité du risque composite. Ça veut dire que le risque composite va s'étaler, sa réalisation va s'étaler dans le temps. Et le délai dans lequel va se réaliser ce risque composite peut être plus ou moins long. Donc il peut y avoir un double risque, en fait. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un risque, un événement qui s'est fait antérieurement à la formation du contrat, qui ensuite s'est poursuivi en fait lors de l'exécution du contrat d'assurance, donc après la formation du contrat d'assurance. Et là, le risque ensuite va donner lieu en fait au risque composite. Mais l'antériorité, c'est-à-dire le début du risque, peut parfois commencer avant même la réalisation, avant même la souscription du contrat d'assurance. Et donc le risque qui a commencé à se réaliser avant la conclusion du contrat d'assurance et celui de la postériorité, ça veut dire que le risque a continué à se réaliser après le contrat d'assurance ou après que le contrat ait pris fin, ça aussi c'est un problème dans l'identification du risque composite. Donc, comment se passe cette décomposition et aussi comment va se passer l'identification de l'aléa quand on est en présence
d'un risque qui est composite. Ça veut dire plusieurs petits événements qui ont entraîné la réalisation du risque et dont un événement qui peut se réaliser après, euh, qui a commencé à se réaliser avant même la formation du contrat. Donc ça, c'est des questions de doctrine des fois. Donc c'est intéressant de se poser ces questions-là dans un cours de droit des assurances, et même essentiel. Doit-on appliquer l'aléa à tous les éléments du risque, d'accord, ou on peut se limiter à seulement un de ces éléments? C'est comme dans la théorie de la responsabilité civile avec la théorie de la causalité adéquate. D'accord? Est-ce que je vais prendre tous les éléments qui vont conduire à la réalisation du dommage ou seulement un élément qui sera celui qui sera déterminant? La Cour de cassation française, dans ce cas-là, elle a statué, elle explique que l'aléa persiste tant que tous les éléments constitutifs du risque ne sont pas produits au moment de la conclusion du contrat. Donc, en fait, ce que dit la Cour de cassation, c'est que s'il y a un élément qui a commencé à commencer avant la conclusion du contrat, ça importe peu. Il faut qu'il n'y ait pas tous les éléments constitutifs du risque qui se soient concentrés avant la formation du contrat. Mais si vous avez un événement qui a commencé avant et puis une succession d'événements qui se sont produits après et qui ont conduit à la réalisation du risque et qui rentrent dans la qualification du risque composite, à ce moment-là, oui, c'est tout à fait valable. Mais il faut surtout pas que tous les éléments constitutifs du risque se soient réalisés en quelque sorte, soient produits avant la conclusion du contrat. Dans un cas, par exemple, où l'assuré avait été victime de l'accident à l'origine de son invalidité avant la conclusion du contrat, la décision de la Cour de cassation a dit que le risque d'invalidité au moment de sa couverture par l'assureur n'était non seulement pas réalisé, mais demeurait incertain dans sa réalisation et indéniablement dans son étendue. Par conséquent, le contrat n'était pas exempt de toute caractéristique aléatoire. Donc, ce qui fait que le fait qu'il n'y ait qu'un seul événement qui entre parmi d'autres événements qui vont conduire à la réalisation du risque d'invalidité, un accident qui entre lui-même en compte dans l'invalidité. C'est une partie de l'invalidité qui a conduit à l'invalidité, mais pas totalement. On va dire que peut-être qu'ensuite il y a eu les conditions de travail, il y a eu une maladie, et tout ça cumulé a donné lieu à l'invalidité. Donc tous ces risques, l'accident, le travail, la maladie, ont conduit à l'invalidité. Le fait que seulement l'accident s'est produit avant la réalisation du contrat et que ça a conduit, ça rentre parmi les causes de l'invalidité, ne permet pas de remettre en cause l'existence de l'aléa avant le contrat, avant la signature du contrat. Donc, si l'aléa n'existait pas avant la réalisation du contrat, le contrat était parfaitement valable. D'accord? Donc ça, c'est le cas particulier du risque composite. On est bien d'accord qu'il faut toujours que l'aléa existe, d'accord? Et que le caractère aléatoire s'apprécie au moment de la formation du contrat. Et quand bien même il y a un risque composite, s'il y a seulement un événement qui entre en compte parmi d'autres événements qui vont conduire à la réalisation de ce risque composite, comme par exemple l'invalidité, ça n'entre pas en compte. Ça ne remet pas du tout en cause l'existence du contrat puisque l'aléa existait toujours. Alors maintenant qu'on a vu cet aléa, il faut aussi se poser la question de la déclaration du risque. Donc l'article 20 de la loi 1799, qui a été complété également par la loi 110-14 sur les catastrophes naturelles, l'assuré en fait est obligé de payer la prime ou la cotisation aux dates qui sont fixées, donc c'est à terme, d'accord. Il y a des échéances et il faut payer ces cotisations à échéance. Ensuite, il doit déclarer son sinistre. Alors donc ça c'est après. Déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Donc c'est une obligation d'information de l'assuré vis-à-vis de l'assureur où il doit lui détailler tous les risques qui sont connus selon lui concernant la chose qui est assurée par l'assureur, que ce soit la chose ou la personne. Donc quand par exemple une personne veut s'assurer, l'assureur va demander un bilan médical pour voir s'il n'y a pas des maladies, il faut pas qu'elle omette des informations sur sa situation de santé. Pareil sur une maison à assurer, elle se situe où? Est-ce qu'elle n'est pas dans une zone qui est à risque? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, des intempéries, des choses comme ça? De déclarer à l'assureur les circonstances spécifiques dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver le risque. Ça aussi, c'est l'obligation pour l'assuré de déclarer toute situation qui risque d'aggraver le risque. Pourquoi il doit faire ça? Parce que si l'assureur se rend compte au moment où le risque se réalise que l'assuré a omis de lui donner des informations qui sont susceptibles d'aggraver le risque, d'accord, et d'augmenter sa couverture, et qu'en fait, en quelque sorte, l'assuré a minimisé sa couverture, à ce moment-là, l'assureur peut se retourner contre l'assuré et estimer qu'il y a eu un vice lors de la formation du contrat, puisque l'assureur n'a pas pu connaître tous les éléments pour lui permettre de s'engager pleinement. On va parler de la temporalité du risque. Donc l'article 25 explique que si un assuré, en fait, a déclaré une circonstance aggravante, que cette circonstance aggravante venait à disparaître. Alors, je vous donne le cas, par exemple, d'une personne qui a déclaré que sa maison habitait dans une zone inondable, donc effectivement, circonstance aggravante au niveau de l'assurance habitation, qu'il y a eu la construction d'une digue, par exemple, que le risque d'inondation n'existe plus du fait de ces constructions-là. L'assureur, en fait, doit tenir compte que un risque aggravant a disparu. Donc c'est ce que dit l'article 25. Il doit être tenu compte en fait des circonstances spéciales qui sont mentionnées dans la police d'assurance, aggravant les risques. Et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a droit, d'accord, à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, ne va pas changer d'avis et ne va pas procéder à une réduction de sa prime d'assurance dans les 20 jours à compter de la demande qui est faite par l'assureur, ou du compter de la demande ou de la lettre recommandée ou de la déclaration, eh ben la résiliation prend alors effet à l'expiration du délai donc des 20 jours, et l'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation qui était supplémentaire à la période pendant laquelle le risque d'inondation n'était plus valable en fait, puisque le risque n'existait plus à compter de la construction de la digue. Donc voilà pour la temporalité du risque et du fait que si ce risque venait à disparaître et que l'assuré en faisait la déclaration, l'assureur devait en tenir compte puisqu'il y a une forme de loyauté de l'assuré, et en contrepartie, il faut que l'assureur fasse preuve de cette même loyauté en déduisant le montant de la prime, en la réduisant, puisque le risque supplémentaire n'existe plus. La particularité des contrats d'assurance, c'est qu'ils contiennent ce qu'on appelle des exclusions de garantie. Alors les exclusions de garantie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mentions qui font que l'assureur ne prendra pas en charge la garantie en cas de survenance de tel événement avec telle condition. Donc c'est en quelque sorte dire que le contrat d'assurance, en fait, il est soumis à l'aléa, mais un aléa qui n'est pas total. Et c'est un peu ce qui se passe avec les clauses de garantie, les exclusions de garantie. L'article L131 du Code des assurances français, les pertes et les dommages qui sont occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré ou sont à la charge de l'assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Donc, ça veut dire qu'il y a des circonstances qui font que la police d'assurance ne va pas couvrir les faits qui sont liés
à quelque chose d'intentionnel, à une faute de l'assuré, une faute intentionnelle, le cas fortuit. Tout ça, ça peut être prévu dans le contrat où l'assureur refuse de prendre en charge la survenance de tels risques. Par contre, l'assureur ne peut faire figurer dans un contrat d'assurance de RC automobile que les exclusions qui sont prévues par la loi. Donc ça, c'est prévu dans le code des assurances français. Il en va de même pour le droit marocain avec la loi 1799. L'article 124 explique que les conditions générales du contrat d'assurance peuvent prévoir des exclusions de garantie et des clauses de déchéance. Donc on peut avoir des exclusions de garantie qui sont légales et on peut avoir des exclusions de garantie qui sont contractuelles. Mais il y a un fort encadrement du législateur concernant les exclusions de garantie. Les déchéances, d'accord, on reviendra sur ce point-là, ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. Donc, quand l'assureur a été déchu de son droit, l'assureur en fait ne peut pas opposer cette déchéance aux victimes ou aux ayants droit. Donc, ce qui fait que là aussi, c'est pas possible de mettre une clause d'exclusion de garantie en disant voilà, on va exclure les victimes ou les ayants droit en cas de déchéance. L'assureur va procéder, dans ce cas-là, au règlement des indemnités, à charge pour lui de se retourner contre le responsable ou contre l'assuré. Donc, ça aussi, c'est des exclusions de garantie qui sont prévues par le législateur, mais on ne peut pas exclure tout et n'importe quoi. On peut opposer aux victimes ou par exemple aux ayants droit la déchéance qui résulte de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de la prime, d'accord ? Donc voilà, s'il n'y a pas eu de paiement de la prime à temps, il n'y a pas eu de cotisation, à ce moment-là, l'assureur ne couvre pas le risque et il peut opposer cette déchéance-là aux victimes et aux ayants droit, ce qui n'est pas le cas pour les autres formes de déchéance. Alors, les exclusions de garantie, en fait, elles sont prévues à l'article 10 et on avait vu dans la vidéo précédente que l'assureur doit remettre un exemplaire à l'assuré ou au souscripteur avec un détail des exclusions de garantie. C'est des mentions qui sont obligatoires dans le projet de contrat d'assurance. Donc ça fait partie de l'obligation d'information de l'assureur. Étude de cas. Donc, lorsque, lors de la survenance du sinistre, le conducteur ne remplit pas les critères d'âge légal, donc ça veut dire qu'il n'a pas 18 ans pour conduire un véhicule, ou qu'il n'a pas les certificats nécessaires pour conduire, donc il n'a pas le permis de conduire, et donc, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré. Donc, ces exclusions sont qualifiées de conventionnelles, car étant stipulées dans le contrat, elles sont censées résulter d'un accord de volonté entre le souscripteur et l'assureur, à la différence des exclusions légales qui sont prévues par la loi. Donc, qu'est-ce que dit cette mention? C'est que si vous conduisez un véhicule et vous avez moins de 18 ans, ou si vous conduisez un véhicule que vous n'avez pas votre permis de conduire, ou que vous avez perdu votre permis de conduire, vous n'avez plus le droit à la garantie. D'accord? Vous n'avez plus cette couverture assurantielle. Par contre, si votre véhicule a été volé, si il y a eu un vol avec violence, ou si l'utilisation du véhicule s'est fait à l'insu de l'assuré, à ce moment-là, même si c'est fait par une personne qui n'avait pas le permis et qui avait en dessous de 18 ans, là, à ce moment-là, il y aura la couverture du risque. Sauf si c'est dans un cas exceptionnel, donc à savoir le vol, la violence ou l'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré. La validité des clauses de garantie. Donc les clauses d'exclusion, peuvent être vraiment préjudiciables pour l'assuré, car elles vont le priver de la couverture, d'accord. Des fois, elles vont même faire perdre tout intérêt au contrat d'assurance. Et donc, il faut pas exclure
trop de garanties, sinon le contrat d'assurance n'aurait plus aucun intérêt. Donc, il faut vraiment respecter les conditions de forme, les conditions d'ordre public qui sont prévues dans la loi 1799. Sinon, ça risque d'entraîner la nullité des clauses d'exclusion de garantie par exemple. Et à force de trop exclure et de rien inclure, le contrat, il va perdre de son utilité. Et c'est ce que dit le législateur, c'est que si des clauses sont mises, des clauses des exclusions de garantie contractuelles successives et qui sont mises comme ça dans le contrat, ça va faire perdre toute utilité au contrat, mais surtout ça va entraîner la nullité de ces clauses-là, sont considérées comme nulles et non avenues. Et là, à ce moment-là, l'assureur, il sera obligé de prendre en charge le sinistre comme s'il n'y avait pas eu ces clauses de garantie dans le contrat. Donc voilà, il faut vraiment modérer, l'assureur modère l'utilisation des exclusions de garantie. Concernant les conditions de forme et de fond de ces exclusions de garantie, l'article 14 de la loi 1799, elle a prévu, par exemple, pour les assurances de responsabilité, que les clauses des contrats édictant des nullités prévues dans les nullités, les déchéances, des exclusions ou tous les cas de non-assurance ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparent. Donc le législateur a rajouté une couche concernant les assurances de responsabilité, puisque ça tout est particulier, il faut que ce soit écrit en mention avec un caractère apparent dans le contrat et pas écrit en tout petit, en police 5 ou 7. L'article, par exemple, L113-1 du Code des assurances exige que les clauses d'exclusion soient formelles et limitées. Et donc le Code français est beaucoup plus pertinent parce que il explique que il faut que ce soit limité. Il faut un usage limité des clauses limitatives ou les clauses d'exclusion contractuelles, faute de quoi elles seraient déclarées nulles et non avenues. Les exclusions légales, là, à ce moment-là, le législateur, ce sont des exclusions qui sont fixées par le législateur. Donc, il a pris des mesures pour exclure certains risques, sinon ça risque de mettre en péril la stabilité financière des assureurs. Donc, c'est une exclusion légale majeure qui concerne la faute intentionnelle, par exemple. On ne peut pas promettre que même si l'assuré a brûlé volontairement son véhicule, il sera remboursé. Ça n'a aucun sens. Donc la faute intentionnelle, elle est soumise surtout dans les dommages, les assurances de dommages de personnes, et tout ça, c'est vraiment des conditions très strictes et impossible de dire que la personne qui est l'assuré, qui a volontairement incendié par exemple son véhicule, pourra bénéficier du paiement de l'indemnité de la valeur de son véhicule. Donc c'est une exclusion légale et c'est une exclusion qui est contraignante. Ça veut dire que le législateur va exiger qu'il n'y ait pas de couverture pour ce type de risque. Le législateur, peut prévoir des exclusions, ce qu'on appelle des exclusions supplétives de volonté, que les contrats peuvent déroger pour attirer beaucoup plus de monde. La loi, elle a prévu des exclusions, mais ces exclusions peuvent être aménagées contractuellement par les assureurs pour attirer les assureurs. C'est par exemple tout ce qui est guerre civile, émeute, exclusion par exemple du vice propre de la chose qui est assurée. Ça aussi, ce sont des choses qui étaient initialement exclues par le législateur, mais qui peuvent faire l'objet d'un aménagement contractuel et que l'assureur peut prendre en charge. Alors la guerre. L'article 34 de la loi 1799 explique que l'assureur, normalement, il ne répond pas de la guerre, sauf convention contraire. Donc, ce qui fait que si l'assureur s'engage à indemniser les pertes qui sont liées à la guerre, les invasions, les guerres civiles et tout ça, c'est de sa propre initiative. Que ce soit occasionné par une invasion étrangère, soit par une guerre civile, par des émeutes
ou tout mouvement populaire. Normalement, ça c'est pas prévu, c'est des exclusions qui sont légales, mais l'assureur peut aménager des dispositions pour garantir l'indemnisation des sociétaires lors d'événements de cette importance. Lorsque ces sinistres ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que les sinistres résultent d'un fait autre que le fait de guerre, que le fait d'émeute. Et donc là, l'assureur, il doit prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, de son côté, des émeutes et de mouvements populaires pour pas indemniser. Donc, si par exemple le véhicule est détérioré, mais que c'est pas du fait de la guerre, mais c'est du fait d'un autre événement, bien qu'il y ait la guerre, là, à ce moment-là, il y a la couverture. Mais si le véhicule est bombardé par un autre pays, là, à ce moment-là, c'est un événement lié à la guerre et il n'y aura pas de couverture. Si l'assureur ne couvre pas ces événements-là, comme l'autorise en fait le législateur. En fait, le législateur, pour un certain type d'exclusion de garantie, va permettre aux assureurs d'aménager cette couverture. Concernant le vice de la chose, il arrive que parfois la chose est victime de son propre vice. C'est dire que la chose, c'est elle qui génère son propre dommage. Je sais pas, c'est par exemple une bouteille de gaz qui a un défaut de fabrication, une bouteille de gaz qui explose, une bouteille d'oxygène qui s'enflamme, et c'est la chose qui a généré son propre dommage. Donc l'article 44 du Code des assurances marocain, donc la loi 1799, estime que les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur. Donc tout ce qui résulte du vice propre de la chose n'est pas de la responsabilité de l'assureur. L'article 55 affirme que l'assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant de son vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application du premier. Alors, donc ça c'est la chose qui a son propre, qui va générer un propre mécanisme qui va conduire à un dommage, et de ce dommage il y aura un incendie. Donc qu'est-ce que dit la loi? C'est que elle prendra en charge l'incendie, mais elle prendra pas en charge le reste. C'est comme dans la jurisprudence en fait de la bouteille d'oxygène qui a explosé dans un train, et ensuite donc il y a eu un incendie. Donc c'est la chose qui génère son propre dommage. Les bouteilles de gaz sont endommagées, mais il en résulte qu'il y a eu un incendie, et donc l'assureur est obligé de couvrir l'incendie, par exemple, du moyen de transport. Il y a aussi la particularité de l'action de la chaleur. Alors, là aussi, avec l'augmentation des températures, le changement climatique se pose de la question du fait que est-ce que l'assureur prend en charge l'action de la chaleur. Alors, vous avez l'article 51. L'assureur contre l'incendie répond de tous les dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas sauf convention contraire, donc il est possible d'avoir un aménagement contractuel si l'assureur le souhaite ou si l'assureur en fait se prévaut de couvrir tous les types d'incendie ou de combustion, de ceux occasionnés par la seule réaction de la chaleur ou par le contact indirect et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. Donc cette disposition de l'article 51, ce qui fait que quand il y a un dommage lié à la chaleur, qu'il n'y a pas d'incendie, normalement il n'y a pas de couverture. Il faut que quand il y ait incendie, il faut qu'il y ait une conflagration, il faut qu'il y ait un embrasement, il faut qu'il y ait de la combustion avec de la fumée. Mais tout ce qui est lié à la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente, c'est les cendres, c'est la braise en quelque sorte. Et s'il n'y a pas eu d'incendie, à ce moment-là, normalement, il n'y a pas eu de début d'incendie, il y a eu des braises, mais il n'y a pas eu de début d'incendie et qu'il y a eu des dommages, à ce moment-là, la couverture n'est pas prévue
par la loi, mais il est possible que l'assureur prévoit des dispositions pour organiser cette couverture-là avec des mentions particulières dans le contrat d'assurance. Pose la question des éruptions volcaniques. L'article 56 dispose que, sauf convention contraire, donc il est possible d'aménager ce cas de figure, l'assurance ne couvre pas les incendies qui sont liés aux éruptions volcaniques, les tremblements de terre et d'autres cataclysmes. Les assureurs ne prennent pas en charge ces événements naturels, exceptionnels, et donc c'est normalement la loi prévoit, mais il est possible d'aménager contractuellement ces dommages-là. Alors, on va parler de l'autre exclusion légale qui est beaucoup plus compréhensible, c'est la faute intentionnelle. Alors, si on reprend le code des assurances français, l'assureur ne répond pas des dommages et des pertes et des dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Donc, c'est quoi la faute intentionnelle ? La faute intentionnelle, c'est celle qui est voulue, qui est consciente de l'auteur. Donc, elle est exclue du champ de garantie et c'est normal, l'assureur ne va pas prendre en charge un sinistre qui a été voulu. On parle toujours et revenez toujours à ce point de l'incertitude et l'aléa. Et donc, ce n'est pas aménageable comme les autres situations. Il peut pas y avoir de dérogation, il peut pas y avoir de stipulation contraire dans le contrat qui permette de prendre en charge un risque qui est survenu lié à une faute intentionnelle de l'assuré. L'article 17 du Code des assurances marocains de la loi 1799, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat. Alors, là aussi, ça peut prêter à confusion. L'article L113-1 est d'ordre public et ne peut être y dérogé. C'est-à-dire que l'assureur ne répond pas des fautes, des dommages liés à une faute intentionnelle. L'article 17, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans le contrat. La formulation du droit marocain, elle prête à confusion. Parce que là, ce que nous dit l'article 17, c'est que les cas fortuits causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur. Est-ce que l'assureur, le législateur, il a voulu dire que il y a une prise en charge des droits des victimes et des droits des ayants droit, pour les victimes et les ayants droit, ok, on aurait eu. Mais là, on a cet article 17 qui est prêt à confusion. L'article, toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant de toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Et c'est là où on a toute l'information, et c'est là où on regrette un peu la formulation de l'article 17. C'est que la faute de l'assuré, ce que nous dit le législateur, la faute de l'assuré n'entraîne pas une exclusion de garantie. La faute de l'assuré peut entraîner et doit entraîner une couverture par l'assuré. Par contre, la faute qui est intentionnelle et la faute qui est dolosive, là, à ce moment-là, ça doit conduire à une exclusion de garantie. Et ce que dit l'alinéa 2 de l'article 17, c'est que nonobstant toute convention contraire, ça veut dire que il n'est pas possible d'aménager contractuellement la faute intentionnelle ou dolosive, puisque c'est une interdiction d'ordre public. On ne peut pas y déroger contractuellement. La faute intentionnelle n'ouvre pas un droit à une couverture assurantielle. Je pose la question de savoir qu'est-ce que la qualification juridique de la faute intentionnelle. La faute intentionnelle, c'est la réunion déjà d'un acte volontaire et surtout de cet élément psychologique, l'élément moral, ça veut dire la volonté de vouloir provoquer le dommage. C'est comme quelqu'un qui a envie
de brûler sa voiture pour toucher l'assurance du véhicule. Il faut aussi que l'auteur de la faute soit l'assuré, c'est-à-dire la personne qui court le risque. Donc il faut la réunion de ces 3 éléments pour conduire à la faute intentionnelle. Un acte volontaire, quelqu'un qui brûle un véhicule, il a la volonté de le faire puisqu'il souhaite, il y a cet élément psychologique, moral, et aussi ça émane de l'assuré. Donc il faut la réunion cumulative de ces 3 conditions. L'exclusion de la faute intentionnelle dans l'assurance décès. Là aussi, ça amène un peu à ce qu'on voit dans les séries télé, dans les films, concernant les fautes, les crimes qui sont les crimes, les crimes liés à ces assurances décès. L'interdiction de l'assurance l'interdiction dans l'assurance de la faute intentionnelle, elle fait l'objet d'une exception et d'une application quand même qui est assez particulière dans l'assurance vie. Et elle fait, c'est pas une exception, elle est vraiment une application stricte dans l'assurance vie. Dans le code des assurances, expliqué que celui qui tue le bénéficiaire, par exemple le bénéficiaire d'une assurance vie qui tue celui qui a signé le contrat, bah à ce moment-là, c'est une exclusion d'office. Il y a aussi le cas du suicide de la personne qui a souscrit le contrat, qui se suicide pour que sa famille en bénéficie. Là aussi, il y a une exclusion. L'article 91 de la loi 1799 est clair. Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré. Donc celui qui tue celui qui a souscrit le contrat d'assurance vie, c'est-à-dire l'assuré, et c'est le bénéficiaire. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun droit à percevoir ces sommes-là. L'article L132-24 alinéa du Code des assurances français, le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Donc c'est exactement les mêmes dispositions que le Code des assurances en France et une similitude sur le fait de donner la mort à celui qui a cotisé et que c'est le bénéficiaire qui le fait. Le bénéficiaire criminel. Donc, bien que le bénéficiaire ne soit pas directement impliqué dans le contrat en tant que créancier, comme dans le cadre de la stipulation pour autrui, qui n'a pas signé le contrat, c'est juste un créancier bénéficiaire, il fait partie intégrante de cette relation contractuelle, même si c'est un tiers, et donc ça l'affecte, son dessein criminel affecte en fait un événement qui normalement aurait dû rester incertain, et comme il le tue, il y a la disparition de l'aléa en quelque sorte dans l'assurance. Mais bon, bien évidemment, c'est un caractère criminel, mais du côté des assurances, il y a aussi ce caractère-là de l'aléa et de cet élément intentionnel. Le dommage qui est causé à autrui. Donc l'assureur, il est garant des pertes et des dommages qui sont causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable, en vertu de l'article 1242 du Code civil, quelle que soit la nature et la gravité des fautes de ces personnes. Donc ça, c'est ce qui est prévu dans le Code civil français. L'article 54 de la loi 1799, si on fait un parallèle, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l'assuré ou à l'assureur. Donc quand il y a un dommage qui a été causé à autrui, il faut que ce autrui, donc ce tiers, se manifeste auprès de l'assuré ou de l'assureur pour en faire une réclamation. Donc il n'y a pas de paiement en quelque sorte automatique, c'est-à-dire qu'il faut se manifester, ça veut dire demander d'être indemnisé et faire une réclamation. Donc il n'y a pas de
en quelque sorte de paiement en fait qui se fait de manière spontanée, volontairement du fait de l'assureur. L'obligation de l'assureur, il est tenu de garantir obligatoirement les dommages qui sont causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable. Ça veut dire par exemple les parents qui assurent leurs enfants, si leurs enfants ont causé un dommage, l'assureur est tenu d'indemniser les personnes qui ont été victimes des enfants de l'assuré. D'accord? C'est une responsabilité du fait d'autrui et qui se poursuit au niveau du contrat d'assurance. Et donc voilà, c'est pas lié au comportement de l'assuré, mais c'est lié au comportement d'une personne qui est sous la responsabilité de l'assuré. Donc je vous remercie beaucoup pour ce cours sur le risque, la réalisation du risque et donc toute cette complexité au niveau de la doctrine, au niveau des notions. Prochain cours, ce sera le chapitre 4 sur l'exécution du contrat d'assurance. On verra la prochaine fois. Merci.